Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir. Mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler.
et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Les supervolcans les plus grands et les plus méchants de notre planète se réveillent. Lorsqu'ils entreront en éruption, vous le remarquerez certainement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques craignent que nous n'ayons pas assez de temps pour nous préparer et faire face aux conséquences d'une super éruption. On observe une activité volcanique près de la ville italienne de Naples. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre Vésuve, mais avec un autre volcan. Celui-ci est plus difficile à voir car son sommet n'est pas aussi élevé. Mais ne vous laissez pas abuser par ce mauvais garçon. Il pourrait être bien plus dangereux que son gigantesque voisin. Il possède un énorme cratère d'environ 13 km de large. Ce volcan porte le nom de champ Phlégréen. Il s'agit de l'un des plus grands d'Europe, et il se trouve dans le golfe de Pouzzoles. Les champs Phlégréens sont entrés en éruption il y a 39 000 ans avec une explosion si massive qu'elle a répandu des cendres dans toute la région méditerranéenne. Elle a également provoqué une baisse de température de plus de 9 degrés Celsius dans toute l'Europe de l'Est. Ce fut la plus grande éruption volcanique du continent en 200 000 ans. Depuis, les champs Phlégréens ont connu des éruptions plus modestes, la dernière datant de 1538. Aujourd'hui, la région regorge de petits cratères, de sources d'eau chaude et de bassins bouillonnants qui prouvent que ce supervolcan est toujours bien vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Depuis le début des années 2000, le sol du cratère géant et de la ville voisine s'élève lentement de 3 à 4 cm par an. Au moins 150 tremblements de terre ont secoué cette zone ces derniers temps.
En mai 2024, un séisme d'une magnitude de 4,4 s'est produit dans la région, le plus important des 40 dernières années. Les habitants ont dû quitter leur maison et camper à l'extérieur car ils craignaient d'autres tremblements de terre. Personne ne sait comment les champs flégréens se comporteront dans les mois et les années à venir. Alors les autorités organisent des exercices d'évacuation pour préparer la population au pire. Mais ce volcan italien ressemble à un chaton innocent comparé à la caldeira de Yellowstone. Pour qu'un volcan mérite le titre de supervolcan, il doit être capable de produire des éruptions catastrophiques et d'éjecter d'énormes quantités de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Le géant de Yellowstone répond à ces critères. Même s'il bouge de temps en temps, ce supervolcan américain n'est pas entré en éruption depuis 640 000 ans. Mais lorsqu'il se réveillera, il le fera probablement avec une puissance incroyable, équivalente à celle que peuvent produire 10 énormes centrales nucléaires. Sous le sol de Yellowstone, il y a une zone très chaude remplie de roches en fusion, le magma. Au fur et à mesure que toute cette matière brûlante se déplace dans ce que l'on nomme la chambre magmatique, le sol au-dessus commence à se gonfler et à s'élever. Lorsque le magma se refroidit, le sol s'affaisse. Entre 2004 et 2009, le sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm, mais il a commencé à redescendre lentement en 2010. Les scientifiques ne savent pas si ce volcan entrera bientôt en éruption. Mais il existe un autre grand volcan, la caldeira de Long Valley, en Californie. Il est actif depuis 1980 et pourrait représenter une menace très importante pour les habitants de cet État. Les scientifiques qui l'étudient ont découvert qu'il n'avait eu besoin que d'une petite année pour préparer sa plus grande éruption, survenue il y a 760 000 ans. C'est une mauvaise nouvelle, car l'éruption d'un supervolcan peut avoir un impact considérable sur la planète, comme l'éruption du volcan Toba à Sumatra, il y a environ 74 000 ans. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue en 28 millions d'années. Elle a recouvert une partie de l'Indonésie, de l'Inde et de l'océan Indien d'une épaisse couche de débris volcaniques, comme une couverture de 15 cm. La quantité de roches rejetées correspondait à près de 3 millions d'Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres. Le cratère géant créé à cette occasion est toujours visible depuis l'espace. Toute la cendre ainsi que des gaz se sont élevés dans l'air et ont bloqué une partie de la lumière du soleil. Résultat, un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans. Certains scientifiques pensent que cette éruption a pu affecter les premiers hommes. À l'époque de l'éruption du Toba, la population humaine a connu une chute brutale. Certains affirment même que, pour cette raison, les hommes modernes sont tous issus d'un petit groupe de survivants. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, la plupart des premiers hommes d'Europe et d'Asie n'ont pas survécu au climat froid et rude qui a suivi l'éruption. Seuls quelques chanceux, en Afrique, auraient surmonté cette épreuve. Tous les scientifiques ne s'accordent pas sur cette hypothèse, certaines données archéologiques et climatiques témoignant d'une toute autre histoire. Un autre volcan qui a profondément changé le monde est le Tambora, en 1815. L'année qui a suivi est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Il faisait froid et pluvieux, et il y avait de la neige et du gel jusqu'en plein mois d'août, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le fait que le volcan a rejeté des quantités énormes de dioxyde de soufre dans le ciel. Le gaz s'est ensuite répandu dans le monde entier, ce qui a eu pour effet de refroidir la planète. L'éruption du Tambora a également provoqué des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à près de 10 000 personnes. Par la suite, environ 80 000 autres personnes sont décédées en raison des conséquences de l'éruption. Le froid a détruit les récoltes, si bien que la nourriture est devenue très chère. Et comme les chevaux étaient alors notre principal moyen de transport, le prix de l'avoine a lui aussi augmenté de façon considérable. Certains pensent même que cela a conduit à l'invention d'un tout nouveau moyen de transport en 1817, la bicyclette. L'éruption a rendu la Terre plus froide pendant environ 3 ans. Mais même s'il s'agissait là d'un événement d'une puissance rare, c'est la catastrophe du Krakatoa, un autre volcan indonésien, qui a remporté la palme en 1883. À cette époque, il était tout simplement plus facile de diffuser des informations grâce aux télégrammes et aux photos. Son explosion finale fut le bruit le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la Terre. L'éruption a déclenché un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si nous n'avions que 12 mois pour nous préparer à l'éruption d'un supervolcan, il nous serait vraiment difficile de stocker suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais ne paniquez pas tout de suite. Les éruptions de supervolcans sont très rares. La dernière s'est produite il y a 26 500 ans en Nouvelle-Zélande.
Les scientifiques pensent qu'une super-éruption se produit en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Mais ce qui est triste, c'est que la Terre ne suit pas une chronologie parfaite. Il pourrait y avoir des super-éruptions avec des intervalles plus courts et des périodes de calme plus longues. Étant donné qu'il y a déjà eu 2 super-éruptions au cours des 100 000 dernières années, il y a toujours un risque que l'une d'entre elles se reproduise plus tôt que prévu. En plus des supervolcans de Yellowstone et de Long Valley, les scientifiques font état de quelques points chauds moins connus mais tout aussi inquiétants. Au Chili, la Laguna del Maule est entrée en éruption par le passé, laissant derrière elle un immense cratère. Au cours des 20 dernières années, le sol s'est mis à s'élever de près de 0,3 mètres par an, soit très rapidement. Certaines personnes s'inquiètent du fait que cela pourrait être le signe d'une grande éruption à venir. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas encore assez de magma pour qu'une catastrophe survienne. En Bolivie, le volcan Uturuncu se réveille également. Il fait partie d'un groupe de volcans qui ont fait parler d'eux par le passé. Depuis les années 60, le sol autour de l'Uturuncu se soulève, mais la dernière éruption remonte à 250 000 ans. Même si le magma remonte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. La probabilité qu'une super-éruption se produise au cours de notre vie est de 1 sur 1400, ce qui est assez faible, et il n'y a donc pas de raison de s'alarmer outre mesure. Mais tout comme quelqu'un gagne à la loterie chaque semaine avec de très faibles chances, une super-éruption pourrait se produire un jour ou l'autre. Et lorsqu'elle se produira, nous devrons absolument être prêts. Présente depuis plus de 3 milliards d'années, une partie de la croûte terrestre la plus ancienne se désintègre aujourd'hui. Si les continents semblent actuellement immobiles, ils ont connu d'importants déplacements et réagencements au fil du temps. Ce phénomène est rendu possible par l'activité tectonique, qui provoque le lent glissement des plaques terrestres, à l'image des pièces d'un vaste puzzle en mouvement. Les parties les plus stables de ces pièces de puzzle sont désignées sous le nom de cratons. Ces formations rocheuses, à la fois très anciennes et extrêmement résistantes, constituent les racines des continents et assurent leur cohésion. Le craton nord-américain, par exemple, englobe une grande partie des États-Unis, environ la moitié du Canada, ainsi que la majorité du Groenland. Les scientifiques ont identifié près de 35 cratons majeurs à travers le monde. Grâce à leur robustesse, ces structures sont restées pratiquement immuables durant des centaines de millions d'années. Toutefois, en 2014, il a été découvert que leur caractère prétendument indestructible n'était pas absolu. Certains cratons ont perdu une partie de leurs racines solides sous l'effet de processus géologiques spécifiques, entraînant un amincissement et une fragilisation de leur structure. Ces observations suggèrent que des modifications tectoniques supplémentaires pourraient compromettre leur stabilité. En 2024, des scientifiques de l'Université des géosciences de Chine ont analysé une ancienne masse terrestre appelée le craton de Chine du Nord, ou NCC en abrégé. Ils voulaient en savoir plus sur la façon dont certaines des régions rocheuses les plus anciennes sur Terre pouvaient se disloquer. Ce processus de désintégration des cratons est appelé décratonisation. Le NCC suscite un intérêt particulier, car il se compose de 3 principales subdivisions, le bloc occidental, le bloc oriental et l'orogène Transnord-Chine, une zone intermédiaire située entre ces 2 blocs. Les études ont révélé que, durant l'ère mésozoïque, le bloc oriental a perdu ses racines anciennes sous l'effet d'intenses mouvements tectoniques et magmatiques, connus sous le nom d'événements tectono-magmatiques. Les scientifiques ont cherché à comprendre précisément comment les processus au sein du manteau terrestre et les mouvements des plaques tectoniques ont conduit à la désintégration du NCC. Ils ont élaboré des modèles en 4 dimensions pour illustrer l'évolution de sa forme au fil du temps, incluant les changements de sa surface, l'étirement de ses couches, ainsi que la propagation des ondes sismiques en son sein. Ils ont constaté qu'une partie de la plaque tectonique s'était enfoncée sous le craton avant de reculer. Ce mouvement de retour accompagné d'un étirement a entraîné un amincissement de la roche solide, la rendant instable. Ce processus aurait débuté il y a environ 200 millions d'années, durant la période jurassique, à l'époque où les dinosaures régnaient sur la planète. Le craton de Chine du Nord n'est pas la seule région concernée par le phénomène de décratonisation. D'autres cratons, tels que ceux d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore de la région du Yangtze en Chine, pourraient avoir connu des évolutions similaires. Les chercheurs estiment que cela illustre les transformations progressives des continents terrestres sur des milliards d'années. En géologie, aucun lieu ne semble complètement à l'abri de tels bouleversements, mais cela ne constitue pas une raison de s'inquiéter. Vous ne le remarquez pas, mais notre planète est en mouvement constant, un phénomène parfaitement naturel. Toutefois,
Ces déplacements peuvent parfois entraîner des transformations spectaculaires. En 2017, les scientifiques ont officiellement annoncé que la Zélandia pouvait être considérée comme un nouveau continent. Les plateaux continentaux de ce mystérieux territoire reposent à une profondeur d'environ 1000 mètres sous le niveau de la mer. La croûte océanique plonge encore plus profondément, atteignant les 3000 mètres. Les géologues ont exploré ces profondeurs pour récupérer des échantillons du plancher océanique. Ils ont découvert qu'à la différence de la croûte océanique voisine, composée de roches basaltiques récentes, la croûte entourant la Nouvelle-Zélande est constituée d'un mélange de granit ancien, de calcaire et de grès, caractéristique d'une croûte continentale. De plus, les chercheurs ont découvert une étroite bande de croûte océanique qui sépare l'Australie du territoire dissimulé de Zélandia. Cela prouve que ces deux régions constituent des continents distincts. Il y a 85 millions d'années, la Zélandia s'est séparée du supercontinent Gondwana. Des millions d'années plus tard, la puissante plaque pacifique, véritable championne des plaques tectoniques, a plongé sous la croûte continentale de Zélandia. C'est ainsi que la racine de la Zélandia, cette connexion à sa croûte continentale, s'est rompue et s'est enfoncée dans les profondeurs marines. Et ce n'est pas la seule nouvelle tectonique provenant de cette région du monde. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique constituaient un seul et même morceau de terre. Après avoir emprunté des trajectoires différentes, l'Antarctique n'est pas parti sans rien emmener. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, se trouve un plateau océanique qui, autrefois, était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen. Les scientifiques estiment qu'il servait de pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'archipel des Kerguelen, situé dans l'océan Indien méridional. Ces îles sont le dernier vestige de cet ancien continent. Elles présentent un climat froid et sont couvertes de glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, par le passé, le climat y était plus tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore y étaient sans doute similaires à celles que l'on trouve actuellement dans les régions tropicales. Un autre continent perdu, quant à lui, ne se cache pas sous les flots, mais sous l'Europe elle-même. Il porte le nom de Grand Adria et entra en collision avec le continent européen avant de commencer à s'enfoncer sous celui-ci, il y a environ 100 millions d'années. Actuellement, il se trouve sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et même sa forme rappellent celle du Groenland, la plus vaste île au monde. Le Grand Adria n'est plus visible aujourd'hui, mais il a laissé de nombreuses traces. Certaines de ses parties ont été intégrées dans les Alpes. D'autres fragments se retrouvent dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires provenant de cet ancien continent ont commencé à se transformer une fois enfouies sous la masse terrestre européenne. La chaleur intense et la pression exercée durant des dizaines de millions d'années ont altéré leur structure. C'est ainsi que le calcaire a disparu au profit du marbre. Le Grand Adria n'était pas une terre solide comme le continent que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt une immense plateforme sous-marine peu profonde. Au fil du temps, le sable, la boue et diverses matières se sont accumulées sur cette plateforme pour progressivement se transformer en roche. Le Grand Adria pourrait avoir ressemblé à la Zélandia ou aux Keys de Floride, une chaîne d'îles située dans une mer peu profonde. Au-dessus de l'eau, il y avait probablement de nombreux îlots et archipels, tandis que sous les vagues, des récifs coralliens multicolores regorgèrent de vie. Si vous y aviez vécu à cette époque et disposiez d'un équipement de plongée, cet endroit aurait offert un cadre idéal pour l'exploration sous-marine. Avec tous les bouleversements liés au craton, qui sait, nous pourrions assister à l'émergence d'un nouveau continent dans l'avenir. L'étude approfondie de la croûte terrestre pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la planète. À Copenhague, des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant l'origine réelle de la Scandinavie. Et cela ne se situe pas là où l'on pensait. Après avoir analysé du sable et des roches provenant de régions isolées de la Finlande, ils ont conclu que les racines de la Scandinavie provenaient en fait du Groenland, il y a plus de 3,750 milliards d'années. Cela signifie que la région actuelle des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège et Finlande, est en réalité âgée de 250 millions d'années de plus que ce que les scientifiques imaginaient précédemment. Cette découverte a été rendue possible grâce à de minuscules cristaux appelés zircons, découverts dans les sables des rivières finlandaises. En étudiant leur composition chimique, les chercheurs ont constaté que l'âge des cristaux correspondait à celui des roches du Groenland et non de la Scandinavie. Les scientifiques ont utilisé des techniques spécifiques pour analyser des éléments tels que l'uranium, le plomb, le lutécium et l'hafnium.
et ont ainsi déterminé que la base rocheuse de la Scandinavie s'était probablement détachée du Groenland il y a plusieurs milliards d'années. Une petite graine de terre aurait alors dérivé à travers la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ce fragment se serait finalement installé là où se trouve aujourd'hui la Finlande. Au fil du temps, de nouvelles couches rocheuses se sont formées autour de cette graine, donnant naissance à la Scandinavie que nous connaissons sur les cartes actuelles. Cette même étude pourrait nous inciter à revoir la manière dont les continents de la Terre se sont initialement formés. La théorie la plus répandue suggère que la croûte continentale a commencé à se développer dès la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards d'années. Toutefois, de récentes recherches montrent que la croissance des continents n'a commencé qu'1 milliard d'années plus tard. Selon les scientifiques, les continents terrestres auraient-ils peut-être vu le jour à partir de petites graines de croûte ancienne réparties en divers endroits de la planète. Ces graines se sont développées au fil du temps, formant les masses terrestres actuelles. Elles ne se retrouvent pas uniquement en Scandinavie, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud et en Inde. Toutefois, les chercheurs ne savent pas si toutes ces graines proviennent du même endroit, ou si elles se sont développées indépendamment dans différentes régions. Il reste donc beaucoup à découvrir, et il est essentiel que les scientifiques poursuivent leur investigation pour déterminer si toutes ces graines anciennes sont connectées. Imaginez une tempête titanesque, d'une puissance inouïe, tourbillonnant au-dessus de votre tête. Vous en seriez terrifié, si toutefois vous pouviez l'apercevoir, car ce cataclysme est invisible à l'œil nu. Il ne s'agit pas d'un ouragan ordinaire, ce phénomène se produit dans l'espace. Les ouragans spatiaux sont d'immenses tempêtes tourbillonnantes qui ne prennent pas naissance dans nos mers, mais bien dans l'ionosphère, cette zone de la haute atmosphère terrestre saturée d'énergie solaire. Leur apparence rappelle celle des cyclones traditionnels, à ceci près qu'ils se composent de plasma, un gaz hautement ionisé, et que, loin de déverser des pluies d'eau, ils libèrent des averses d'électrons. Ces gigantesques tourbillons apparaissent au-dessus des régions polaires de notre planète. On peut les imaginer comme d'énormes entonnoirs, ou des maelstroms d'énergie, s'enroulant au-dessus des pôles. Ils ne sont visibles qu'à partir de hautes altitudes, ou par l'œil scrutateur des satellites. Ils engendrent également des aurores semblables à des cyclones lumineux. Bien que proches en apparence des aurores classiques, ces manifestations célestes possèdent une particularité. Elles tournoisent durant plusieurs heures, à proximité du pôle Nord, précipitant dans la haute atmosphère un flux continu de particules chargées. Les ouragans terrestres naissent des eaux océaniques réchauffées et des zones de basse pression, trouvant leur énergie dans la rotation de la planète et la chaleur accumulée par les mers. Les ouragans spatiaux, eux, obéissent à une genèse radicalement distincte. Ils sont modelés par les champs magnétiques et non par l'eau. Lorsque le vent solaire, ce flot régulier de particules chargées émanant du Soleil, entre en interaction avec le champ magnétique terrestre selon une configuration particulière, il engendre un vaste tourbillon énergétique au cœur de l'ionosphère, lequel se met alors à tourner à la manière d'un ouragan dans l'atmosphère. Revenons à l'année 2014. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, des chercheurs détectèrent, grâce aux données transmises par des satellites, une gigantesque tempête spatiale au-dessus de l'Arctique. Le phénomène, d'une ampleur colossale, demeurait alors mystérieux. Tout ce que l'on savait, c'est que sa base couvrait plus de 1000 km de diamètre et qu'elle arborait plusieurs bras spiralés, semblables à ceux d'un ouragan classique. Cette tempête possédait également un œil central, calme et immobile, contrastant avec les zones périphériques en rotation rapide. Certaines de ces parties atteignaient des vitesses vertigineuses, jusqu'à 7560 km à l'heure, surpassant largement celles des ouragans terrestres. Les scientifiques purent l'observer durant 8 heures, avant qu'elle ne se désagrège progressivement. Ce n'est qu'en 2021, après analyse rétrospective des observations effectuées plusieurs années plus tôt, qu'ils purent établir qu'il s'agissait bien d'un ouragan spatial. Les ouragans spatiaux présentent des caractéristiques bien définies. Ils adoptent la forme d'un cyclone, accompagnés d'aurores massives et éclatantes pouvant durer des heures. Leur structure comporte un œil stable et paisible, ainsi qu'un champ magnétique circulaire, engendrant d'importantes perturbations autour de lui. Les scientifiques évoquent également des pluies d'électrons dans l'ionosphère, à l'origine des aurores vives et colorées, qui se déploient juste en dessous de la tempête. Mais comment ces ouragans spatiaux prennent-ils naissance ? Pour en saisir le mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les aurores classiques, telles que les aurores boréales. Le Soleil émet en permanence un flot de particules chargées, le vent solaire. Et, à certaines occasions,
Ce flux transporte vers la Terre d'énormes bouffées d'énergie. Heureusement, la Terre est dotée d'un champ magnétique qui agit comme un rempart, nous préservant de la majeure partie de cette radiation solaire à haute énergie. Mais lorsque les vents solaires se révèlent trop puissants, ils peuvent pénétrer dans la haute atmosphère, surtout aux abords des pôles. En heurtant le champ magnétique terrestre, les particules issues du Soleil libèrent une énergie qui illumine le ciel sous forme d'aurore. Dans une aurore ordinaire, les électrons du vent solaire excitent les molécules d'azote et d'oxygène de l'atmosphère, qui émettent alors de la lumière, créant de spectaculaires jeux colorés dans le ciel. Les ouragans spatiaux sont similaires, mais se manifestent à des latitudes plus élevées, au-dessus des zones où apparaissent habituellement les aurores. Ils engendrent un vaste tourbillon, semblable à un cyclone, dont l'aspect reste distinct. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour déterminer avec précision les conditions propices à la formation d'un ouragan spatial. Il apparaît néanmoins, surprenamment, que ces tempêtes se déclenchent lors de périodes de calme spatial. Cela contraste totalement avec les tempêtes géomagnétiques classiques qui exigent une activité solaire intense. Les ouragans spatiaux se forment lorsque le vent solaire est modéré et que les champs magnétiques pointent vers le nord. Ces conditions, bien que rares, se produisent parfois, donnant naissance à ces tourbillons uniques au-dessus des pôles. Lorsqu'ils observèrent un ouragan spatial au-dessus du pôle Nord, les scientifiques relevèrent des similitudes frappantes avec les ouragans terrestres. Comme ces derniers, l'ouragan spatial possède une zone centrale de calme, entourée de plasma en mouvement. Fait encore plus intrigant, le plasma de ces ouragans célestes tourne dans le sens anti-horaire, exactement comme les ouragans de l'hémisphère nord. Le cyclone spatial présente également plusieurs bras en spirale, rappelant ceux que l'on distingue sur les images satellites des ouragans terrestres. Ils se forment cependant sans nécessiter les vents solaires puissants qui perturbent habituellement l'atmosphère. Au contraire, sa genèse s'opère durant des périodes de calme, tout comme un ouragan terrestre ne peut apparaître que lorsque les vents ambiants sont suffisamment modérés. Bien que situés en haute altitude, les ouragans spatiaux peuvent néanmoins influencer notre quotidien, en particulier dans les domaines liés aux communications satellites et à la navigation spatiale. Les pluies d'électrons qu'ils engendrent perturbent les signaux radio circulant dans la haute atmosphère, pouvant interférer avec les systèmes GPS, les communications radio et les radars. Cette interférence peut même affecter l'orbite des débris spatiaux, ou déchets spatiaux, déjà problématique pour les engins et satellites en orbite terrestre basse. La pluie d'électrons générée par la tempête réchauffe légèrement l'atmosphère, ce qui accroît la traînée sur les satellites et peut potentiellement modifier leur trajectoire. Par ailleurs, les ouragans spatiaux n'exercent pas sur Terre des effets aussi immédiats et catastrophiques que les ouragans terrestres. Ils ne constituent guère de menaces sérieuses pour la santé des astronautes, ni ne causent de dommages significatifs aux satellites. Cependant, les chercheurs soulignent que l'étude de ces tempêtes permet d'améliorer les prévisions pour les opérations satellitaires, notamment pour les trajectoires polaires. Il est particulièrement intéressant de noter que la découverte des ouragans spatiaux n'était pas le but initial des scientifiques. Cette trouvaille fut entièrement fortuite. Elle survint lorsque Larry Lyons, physicien de l'espace à l'UCLA, et son équipe examinaient des données satellites dans le cadre d'une autre étude. Ils y repérèrent des flux de plasma d'une intensité inhabituelle dans la calotte polaire, région où les aurores se manifestent rarement. En observant plus attentivement, ils constatèrent que le plasma ne se contentait pas de circuler. Il tourbillonnait, formant un motif circulaire avec un point auroral lumineux en son centre. Les chercheurs furent intrigués. Ils passèrent en revue plus de 300 événements distincts de tempêtes spatiales survenus au cours de 11 années. Ces phénomènes apparaissaient principalement en après-midi durant les mois d'été. Cette régularité suggéra aux scientifiques l'existence de périodes et de conditions particulières favorisant leur formation. Heureusement, grâce aux outils et techniques de recherche les plus récents, il est désormais possible d'identifier les ouragans spatiaux avec une précision accrue. Plus récemment encore, des tempêtes parallèles ont été observées près du pôle Sud. L'aspect le plus captivant de ces recherches réside dans la perspective de mieux comprendre le voisinage spatial de la Terre et les effets de l'énergie solaire sur celui-ci. Les scientifiques comme Lyons estiment que les ouragans spatiaux ne constituent peut-être pas un phénomène récent. Ils pourraient se produire depuis longtemps sans que personne ne les ait remarqués. Les physiciens du plasma spatial notent que ces tempêtes rappellent un phénomène observé auparavant, les aurores diurnes de haute latitude. Toutefois,
Les ouragans spatiaux sont plus lumineux et présentent des flux circulaires plus intenses, formant ainsi leurs bras caractéristiques, semblables à ceux des ouragans. Comprendre les ouragans spatiaux pourrait un jour aider les scientifiques à mieux les prévoir. Cela serait utile pour planifier des missions spatiales et renforcer la fiabilité des satellites. De plus, l'étude de ces tempêtes permettrait de dresser un tableau plus complet du comportement des aurores aux latitudes les plus élevées. Et bien que les ouragans spatiaux puissent paraître n'être qu'un objet de curiosité scientifique, ils fournissent d'importants indices sur l'interaction entre le champ magnétique terrestre, l'atmosphère et le vent solaire. Cette compréhension pourrait, en outre, faciliter la détection de tempêtes analogues sur d'autres planètes pourvues de champs magnétiques, offrant ainsi des perspectives sur les tempêtes magnétiques au-delà de notre planète. Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'une heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne, 1 millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État. L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des 3 États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km. Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un « hiver éternel ». Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du Soleil
et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre Soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de deux étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière. Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire, la Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes géospatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps. La possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène. Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre. Tsunami démesuré, tornades destructrices, météorites géantes, tremblements de terre dévastateurs. Mieux vaut avoir une bonne assurance. Mais toutes ces catastrophes naturelles sont plutôt mineures comparées à l'éruption d'un volcan.
Certains volcans peuvent détruire une ville entière, comme ce fut le cas pour Pompéi, ou certaines îles de l'océan Pacifique. Mais il existe un type d'éruption dangereux, capable de détruire toute vie sur la planète. Ce type d'éruption résulte en ce que l'on appelle une inondation basaltique. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est un volcan. Des rivières de métaux liquides ardents et de roches incandescentes s'écoulent dans les profondeurs de notre planète. Plus elles se trouvent profondément, plus elles sont chaudes. La source de cette chaleur est le manteau, qui est la couche intermédiaire de la Terre située entre le noyau et la croûte. Ces coulées ardentes sont ce que l'on appelle le magma, et elles s'infiltrent partout. Mais nous ne ressentons pas leur chaleur en raison de l'épaisse couche qui constitue la croûte de notre planète. Le magma étant plus léger que la croûte, il tente toujours de remonter à la surface. Et à certains endroits, il y parvient. À la jonction des plaques tectoniques, notamment, il jaillit lorsqu'une plaque se déplace sous une autre plus épaisse. Lorsque le magma atteint la surface, il devient de la lave. Cette substance brûle le sol environnant et se refroidit rapidement. Elle durcit et forme une nouvelle couche de roche. La prochaine coulée de magma se répand sur cette couche. Et c'est ainsi qu'une montagne apparaît, couche après couche, au cours de millions d'années. Et depuis sa gueule béante, une faille des plaques tectoniques fait jaillir du magma. Cette montagne s'appelle un volcan. Elle crache de la lave et des cendres dans le ciel, puis s'endort et se réveille lors d'une nouvelle activité sismique. Imagine maintenant que plusieurs volcans géants se mettent à vomir une quantité infinie de magma. Le magma ne s'arrête pas et recouvre un continent entier. Il s'agit d'une inondation basaltique, et un jour, cela s'est vraiment produit. Il y a environ 252 millions d'années dans l'hémisphère nord de notre planète, énormément de magma s'est accumulé sous la croûte terrestre. Des milliers de milliards de tonnes de roches en fusion étaient concentrées en un seul endroit, recouvrant un territoire gigantesque. Peu à peu, toute cette énergie incandescente a commencé à s'échapper du sol. Des gaz chauds ont commencé à jaillir en différents endroits du territoire. Le sol tremblait sans cesse et la croûte s'est élevée de plusieurs centaines de mètres. Tout cela indiquait l'approche d'une catastrophe imminente. Et puis, à un moment donné, le magma a commencé à se déverser. Des fontaines de feu colossales ont jailli du sol. Tu vois les geysers d'Islande ? Imagine la même chose, mais des dizaines de fois plus haut, avec de la lave chaude et des cendres au lieu d'eau et de vapeur. Les coulées de cendres et de lave étaient si fortes qu'elles atteignaient les nuages. Sous la croûte terrestre, il y avait une gigantesque bulle de magma et sous la pression de la roche et du sol, elle s'est mise à expulser des jets enflammés. La faille s'agrandissait, le magma s'écoulait partout. Il a commencé à remplir tout le continent. Le flot de lave s'étendait de plus en plus. Les torrents de roches en fusion semblaient sans fin. Des couches de basalte en fusion se sont superposées, formant un gigantesque tsunami de lave d'une hauteur de 50 mètres. Elle s'est déversée du sol au cours de centaines de milliers d'années, inondant forêts, rivières, lacs et prairies. Dans le même temps, des milliards de tonnes de cendres volcaniques se sont élevées dans le ciel. Ce qui a pu entraîner un hiver volcanique, car le dioxyde de soufre contenu dans les cendres réfléchissait au loin les rayons du soleil. Cela a pu faire baisser la température du continent de plusieurs degrés. Ensuite, les poussières et les cendres se sont probablement condensées pour former des nuages gigantesques, qui ont arrosé la surface de pluies acides et toxiques. Enfin, la lave refroidie a formé un épais bouclier gigantesque, empêchant le magma de s'échapper de son interminable bulle de feu. La catastrophe globale était terminée, mais c'était un répit de courte durée. Des milliards de tonnes de magma s'écoulaient encore sous l'épaisse couche de basalte solidifié. Les rivières de lave ne parvenaient plus à atteindre le sommet et se sont donc répandues sur les côtés. Sous l'effet de cette expansion, d'immenses canaux se sont formés sous l'épaisse couche de roches. Ils se sont étendus dans différentes directions, comme une étoile d'araignée, et ont réchauffé la croûte terrestre. Des gaz ont recommencé à s'échapper dessous la surface. De plus en plus d'énergie s'y est accumulée, jusqu'à ce qu'une explosion d'une force inimaginable se produise. Outre le magma, du dioxyde de carbone et des cendres se sont échappés à la surface. Ils ont empli l'atmosphère et ont provoqué un effet de serre. La température de l'ensemble de la planète a augmenté de plusieurs degrés. Cette éjection a provoqué une autre catastrophe qui a commencé, elle, dans nos océans. Les dépôts de méthane, un gaz hautement explosif, se trouvaient au fond des mers. Sous une eau glacée, le méthane était gelé et inoffensif. Mais l'effet de serre de l'atmosphère a réchauffé l'ensemble des océans. Des millions de tonnes de méthane ont commencé à remonter à la surface. L'effet de ce gaz est encore plus puissant que celui du dioxyde de carbone. Par conséquent, lorsqu'il est entré dans l'atmosphère, les températures sur Terre ont de nouveau augmenté. Le globe entier s'est transformé en un véritable sauna.
Dans des endroits auparavant frais et humides, la température a atteint celle du Sahara moderne. Bien entendu, la plupart des animaux et des insectes n'ont pas survécu à un tel cataclysme, mais la vie sous-marine a subi des dommages bien plus importants. La chaleur et le méthane ont réduit la quantité d'oxygène présente dans l'océan. Les poissons et autres organismes marins ne pouvaient pas survivre dans de telles conditions. De nouveaux problèmes sont apparus lorsque des bactéries anaérobiques ont commencé à se multiplier dans cette eau dépourvue d'oxygène. Elles se sont nourries du méthane et du dioxyde de carbone et ont libéré du sulfure d'hydrogène, une substance toxique qui a empoisonné l'eau encore davantage. Environ 75% des animaux terrestres et 95% des habitants des océans ont alors disparu. Cette inondation basaltique a été la seule catastrophe de l'histoire de notre planète à détruire la quasi-totalité des plantes et à réduire aussi considérablement la population des insectes. Plusieurs espèces d'animaux, parmi les plus robustes, ont toutefois réussi à survivre dans ces conditions. Il a fallu environ 10 millions d'années pour que la planète se rétablisse complètement. Après cela, l'évolution a pris un nouveau tournant dans le développement de la vie. Voici maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces inondations basaltiques se reproduiront tôt ou tard et qu'elles ne seront pas moins dévastatrices qu'il y a 252 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelques centaines de millions d'années pour les voir venir. Mais à ce moment-là, l'humanité devra être préparée. Tout commencera au fond des océans. Tout d'abord, des fontaines de lave de plusieurs kilomètres de haut commenceront à faire bouillir l'eau et émettront du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, où il réfléchira la lumière du soleil. En plus des cendres et du magma, une quantité gargantuesque de vapeur d'eau s'élèvera dans les airs. Le bétail ne survivra pas, et les gens auront le plus grand mal à respirer. Les pluies acides et l'augmentation de l'humidité causée par l'évaporation des océans entraîneront la corrosion des bâtiments. Tous les vols seront annulés et les gens devront porter des masques à gaz. De nombreux animaux ne pourront pas supporter cette éruption, mais les humains pourraient s'adapter rapidement. Sauf qu'une autre éruption suivra, et cette catastrophe sans fin épuisera bien vite les ressources de l'humanité. Les plantes et les arbres ne se rétabliront pas aussi vite, et la production d'oxygène en sera considérablement réduite. Espérons que l'humanité aura alors colonisé d'autres planètes, y compris en dehors du système solaire. Et maintenant, revenons au présent. Environ 70% de l'activité sismique associée au volcan se produit sous l'eau. Voyons donc comment fonctionnent les volcans ordinaires au fond des océans. L'eau, tout comme la Terre, repose sur des plaques tectoniques. Par conséquent, si leur structure est brisée là où elle se rencontre, le magma s'infiltre au travers. Mais contrairement aux volcans terrestres, la lave ne se répand pas dans différentes directions, brûlant tout ce qu'elle rencontre. Elle se solidifie sous la pression de l'eau froide. Les volcans sous-marins peuvent entrer en éruption pendant de longues périodes, entrecoupées de pauses. Le magma recouvre alors les fonds marins. Après une centaine ou un millier d'années, une nouvelle éruption débute et une nouvelle couche de roches se forme sur la précédente. Pendant des millions d'années, couche après couche, le magma remonte. Et puis un jour, un volcan émerge de l'eau. La lave continue d'en jaillir et accroît sa hauteur. Nous nous trouvons alors devant une grande île volcanique. Puis le volcan s'endort et la vie se développe sur cette terre nouvellement formée. Le magma continue de s'écouler du manteau de la planète, chargé de divers éléments chimiques. Ce mélange ardent sature le sol de substances utiles et favorise ainsi la croissance des plantes et des arbres. Des oiseaux et d'autres créatures se répandent alors sur l'île volcanique qui devient un véritable petit paradis. Puis l'homme arrive, goudronne le paradis pour y faire un parking et ouvre une chaîne de fast-food. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes, ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans, invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet.
mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3,5 fois la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par 2 facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait 1/3 de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques.
Autrement dit, à la cartographie des fonds marins, ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables aux remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas ?